On va voir un petit peu dans cette vidéo quelques éléments de logique qui sont nécessaires pour pouvoir rédiger correctement des raisonnements en mathématiques. On va commencer par quelques notations. Donc quand on veut parler d'un élément qui est à l'intérieur d'un ensemble, on écrira ce symbole-ci qu'on a déjà vu en classe, et puis on dira appartient à. Pour donner des exemples concrets, par exemple le chiffre 2 appartient à l'ensemble des entiers naturels. Et puis si on a une droite D avec un point A dessus, le point A appartient à la droite D. Mais par contre, quand on veut parler d'un sous-ensemble qui appartient à un autre ensemble, on ne dira pas justement appartient, on dira inclus dans. Donc pour donner à nouveau un exemple, les points, enfin l'ensemble des points 1, 2 et 3 est inclus dans l'ensemble des entiers naturels. Et puis un exemple géométrique, si on a un plan P et puis une droite D, la droite D est incluse dans le plan P. Parce qu'une droite est un ensemble de points. Donc on peut considérer que la droite est un sous-ensemble du plan P. Ensuite, quand on veut montrer qu'une proposition est vraie pour n'importe quel nombre x, on écrira ce symbole-ci, pour tout. Donc on appellera donc pour tout ou quel que soit. Ça veut dire que ça va marcher pour n'importe quel x qu'on peut choisir. Donc là, par exemple, on pourrait dire que pour tout x supérieur à 0, donc pour tout x positif, on peut dessiner un cercle de rayon x. C'est-à-dire que si on prend n'importe quel nombre réel positif, il existe un cercle avec ce rayon-là. Quand on veut montrer cette fois-ci qu'il y a au moins un nombre x pour lequel une proposition est vraie, on écrira ce symbole-là, donc un E à l'envers, qui veut dire « il existe ». On peut trouver au moins un candidat qui convient. Donc là, par exemple, si on a deux plans P et P' qui ne sont pas parallèles, on ne connaît pas exactement leur position relative, mais on sait qu'ils ne sont pas parallèles, alors forcément, il existe un point x qui appartient à P et qui appartient à P'. Parce que, forcément, si nos deux plans ne sont pas parallèles, ils ont une intersection. Et donc, il y a forcément un point qui appartient à cette intersection, qui appartient donc aux deux plans. Donc là, on peut utiliser le symbole « il existe ». On va donc voir maintenant un premier type de raisonnement, le raisonnement par implication, qu'on peut aussi appeler un raisonnement par déduction. C'est le raisonnement qu'on fait en fait le plus souvent, c'est-à-dire que quand on veut faire une preuve en mathématiques, on part d'une proposition ou d'un énoncé, et puis on trouve que cette proposition, elle amène à une autre proposition, et ainsi de suite jusqu'à avoir la conclusion voulue. Jusque-là, on utilisait des donc, des connecteurs logiques. Maintenant, on va pouvoir utiliser cette flèche-là, qu'on va appeler implique. Donc, pour prendre un exemple assez simple, si on nous dit que x est positif, forcément, x va être supérieur à moins 3. Donc, l'énoncé x supérieur à 0 implique que x va être supérieur à moins 3. Mais la réciproque, elle n'est pas vraie. Donc on ne peut pas mettre une flèche qui va dans l'autre sens. Parce que si x est supérieur à moins 3, on n'a pas forcément que x est positif. Il pourrait être égal simplement à moins 2. On utilise en fait cette flèche lorsque la première proposition, celle qui est au début de la flèche, est suffisante pour pouvoir avoir la seconde. Le raisonnement dont on va parler maintenant est le raisonnement par équivalence. Donc en fait, on vient de voir là avec le raisonnement par implication qu'il arrivait qu'on ait une application qui soit vraie dans un sens, mais pas dans un autre. Mais ça peut arriver aussi d'avoir une implication qui soit vraie dans les deux sens. Donc on va encore utiliser un nouveau symbole, celui-ci, qui est en fait rien de plus qu'une double flèche comme ça, qu'on appellera le symbole équivalent à ou si et seulement si. Donc en fait, il va signifier que nos deux propositions, enfin nos deux implications sont vraies toutes les deux. Donc une proposition et sa réciproque sont vraies. L'exemple le plus parlant qu'on puisse donner à ce stade, c'est l'exemple du théorème de Pythagore. Donc, le théorème de Pythagore, il nous dit que si on a cette égalité-là, donc si le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors forcément, ça implique que notre triangle ABC, il est rectangle en A. Et la réciproque du théorème de Pythagore nous dit le contraire, que si le triangle ABC, il est rectangle en A, alors forcément, on a cette égalité.
Comme ces deux implications-là sont vraies, en fait, on peut donc écrire le théorème de Pythagore sous forme de deux implications, mais aussi sous forme d'une équivalence. Donc on a résumé en une seule ligne ce qu'on écrivait jusque-là en deux lignes. Donc le raisonnement par équivalence, il est extrêmement utile et on va l'utiliser souvent, parfois même sans s'en rendre compte. Mais nous, maintenant, on va l'utiliser systématiquement lorsqu'on va résoudre des équations. Jusque-là, quand on résolvait des équations, on écrivait exactement la même chose, mais sans ça. En tout cas, quand c'était écrit correctement. Maintenant, je vais vous demander de l'écrire systématiquement, ces deux flèches-là. Donc on les récupère. En fait, cette flèche-là va signifier que le passage de là à là, donc là on peut repenser à l'idée de la balance, on a simplement ajouté +1 des deux côtés. Donc écrire la première ligne ou écrire la deuxième ligne, c'est exactement la même chose. Donc c'est équivalent, donc on écrit cette flèche-là. De la même manière, pour passer d'ici à ici, on a divisé par 3. C'est équivalent, puisqu'on a fait la même chose des deux côtés de l'égalité. Donc on écrit la flèche. Donc maintenant, ça on oublie. Et puis on écrit ces flèches-là. On n'a plus vraiment besoin de détailler les calculs. On va considérer que maintenant on sait, et on sait que c'est équivalent. Donc ce qu'il faudra bien penser à faire, c'est pas comme sur le dessin, c'est à aligner les égales. Moins 3x plus 1 égale 2, si et seulement si, ou équivalent à. 3x égale 3, équivalent à. X égale 1. Et enfin, le dernier type de raisonnement dont je veux vous parler aujourd'hui, il y en a évidemment plein d'autres, mais on va commencer par voir ces trois-là. Donc le raisonnement par contre-exemple. Le raisonnement par contre-exemple, on va l'utiliser uniquement quand on veut montrer qu'une propriété est fausse, pas quand on veut montrer qu'elle est vraie. Parce que quand on veut montrer qu'elle est fausse, il suffit de trouver un seul exemple pour lequel elle ne fonctionne pas, et ça suffira à montrer que c'est pas une généralité et que donc c'est pas une propriété. Donc si je prends l'exemple de la propriété que vous avez été beaucoup à vouloir me donner lors du DS, donc deux droites sont parallèles lorsqu'elles appartiennent à deux plans parallèles, il nous suffit à ce moment-là de trouver un seul exemple pour lequel cette propriété n'est pas vraie, pour pouvoir dire qu'elle est fausse de toute façon. Donc là on a un cube, et je vais tracer deux droites dans ce cube, une qui appartient à la face supérieure, et puis une qui appartient à la face inférieure. Donc ces deux droites appartiennent à deux plans qui sont parallèles, puisque c'est les deux plans de la face, des faces du cube, et pourtant elles ne sont pas parallèles entre elles puisqu'elles sont non coplanaires. On a trouvé un exemple pour lequel ça ne marche pas, ça suffit à dire que la propriété est fausse. Alors attention, il ne faut pas essayer d'appliquer cette méthode-là tout le temps, parce que pour montrer qu'une propriété est vraie, ça ne marche pas. Trouver un exemple qui marche pour démontrer une propriété, ça suffira pas forcément si elle est vraie, tous les exemples marchent. Mais il faudrait dans ce cas-là pouvoir donner de manière exhaustive tous les cas possibles. Quand on veut montrer qu'une propriété est vraie, il va falloir utiliser les deux raisonnements vus précédemment, ou encore d'autres types de raisonnements qu'on verra plus tard.